j'ai intitulé mon intervention Méthodologie d'analyse des discours de radicalisation et des contre-discours, avec un sous-titre Pertinence des approches quantitatives et qualitatives. Voilà, donc cette intervention que je vais vous faire est le fruit d'un travail avec plusieurs laboratoires de recherche, donc dans un croisement très fécond de leurs différentes approches et problématiques. J'ai bénéficié, d'une part, depuis 13 ans, du travail avec Michel Younes, donc le laboratoire qui dépend du Centre d'études des cultures et des religions, d'islamologie, mais aussi d'un autre laboratoire grenoblois qui s'intitule l'IDILEM, laboratoire de linguistique et de didactique des langues étrangères et maternelles, qui travaillait dans le cadre d'un projet qui s'intitule DRAINE, D-R-A-I-N-E, sur les thématiques de la haine. Et les deux approches de notre laboratoire et de ce laboratoire ont été pour moi facteurs de stimulation et de questionnement. Et puis bien sûr, mon travail a été nourri par nos travaux communs avec les Franco-Canadiens depuis 3 ans. Donc nous avons eu des entretiens en 2019 à Montréal, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et puis depuis plusieurs réunions en visioconférence qui ont permis de faire avancer nos interrogations en laissant apparaître une diversité d'approches et de méthodes. Alors vous l'avez déjà eu en termes d'épistémologie, aujourd'hui je vais la développer plus sur le mode de la méthode. Donc mon intervention va s'interroger de 3 façons. D'abord sur l'objet même de la recherche, à savoir le phénomène de la haine sous-jacent à la propagande de Daesh et son lien avec la radicalisation. Puis sur la méthodologie susceptible de bien saisir toutes les dimensions du phénomène, notamment par l'amplification qui est apportée par les réseaux sociaux à la diffusion de ces propagandes. Je vais m'intéresser à ces réseaux sociaux. Et enfin, à la façon dont on a essayé d'évaluer la pertinence de ces différents contre-discours. Donc, mon premier point, pour vous dire que j'ai travaillé depuis très longtemps, donc 12-13 ans, dans ce laboratoire d'islamologie lyonnais, sur des corpus de textes plutôt de type théologique ou juridique. Et c'était des textes qui relevaient d'un registre plus académique. Et en général, le propos s'y trouvait raisonné, argumenté. Et donc, on peut dire qu'une analyse de discours de type classique convenait bien à ce type d'objet. Alors, ce fut le cas, Malek l'a dit, pour l'analyse des fatwas concernant les femmes. J'avais étudié ces fatwas à la fois à partir des recueils traduits en français, mais issus de l'Arabie Saoudite, et qui sont dans les librairies islamiques. Si vous rentrez dans une librairie, vous les trouverez. Ils sont nombreux. Et j'avais comparé aux fatwas produites par le Conseil européen de la fatwa. Voilà. Mais quand il s'agit, par contre, d'étudier des phénomènes de radicalisation qui mènent à la violence au nom de l'islam, on s'intéresse plus à des textes qui relèvent plus de la propagande. Et le choix donc d'autres corpus s'impose, et les méthodologies pour les analyser vont être aussi différentes. Et donc, quand on a commencé ce travail sur la radicalisation, je me suis intéressée à la propagande de l'État islamique à travers sa revue francophone en ligne, Dar el Islam. Elle a aussi son correspondant d'Abic en langue anglaise. Et cette propagande, donc à travers cette revue, ouvre un nouveau type de discours dont les ressorts comme les modalités sont bien différentes des textes que j'avais étudiés auparavant. Et donc, cela appelle aussi des réponses spécifiques quand il s'agit d'élaborer ou de tenter d'élaborer des contre-discours. Dans cette propagande, on voit effectivement une véritable stratégie de communication qui permet de propager à grande échelle des informations qui peuvent être fausses ou non, mais toujours partiales, sinon partielles,
et qui souhaite manipuler, comme l'a dit Ali Mostafa, autant le raisonnement que les émotions, et parfois au détriment des facultés de raisonnement et de jugement. Ainsi, je voudrais vous indiquer très rapidement les aspects spécifiques de ce langage de propagande à travers cette revue. Donc, alors, il y a 3 aspects qui me paraissent importants. Le rejet de toute perspective d'altérité, avec une vision très hégémonique du monde, et la construction de figures très particulières qui sont les figures de l'ennemi, des ennemis, et une représentation très binaire de la société. Le deuxième aspect, c'est un choix d'un vocabulaire extrême qui va utiliser les registres de la maladie, de la corruption, de la victimisation, mais aussi un registre plus théologique de la mécréance et du péché. Et troisième aspect, on va voir mise en action un ressort double de la communication qui utilise à la fois le registre de la menace et celui de la séduction, et aussi celui de l'obligation et de la récompense. Ce discours de la propagande est aussi relativement spécifique en ce sens qu'il va mobiliser fortement un registre théologique. Donc il va s'appuyer sur une mythologie à la fois topologique et temporelle qui va tenter de renforcer le désir d'adhésion fusionnelle et spirituelle. Et cet horizon, c'est bien sûr celui du califat islamique qui s'impose comme toile de fond, avec tout l'appui sur la ressource mémorielle de l'âge d'or des origines et d'un retour à cet âge d'or. Donc ce registre théologique sollicité par un champ sémantique qui va être fortement marqué par le registre religieux. On va avoir une accumulation de citations de textes coraniques, un peu désordonnées, une rhétorique basée sur la répétition de formules eulogiques, le plus souvent en langue arabe, et l'utilisation de mots arabes qui sont censés affirmer l'inclusion du destinataire. Donc vous voyez des spécificités propres qui traduisent bien comment cette propagande s'apparente à un discours de haine, et c'est sans doute cette notion, pour moi, qui permet d'opérer un lien avec la violence ou le risque de passage à la violence. Si en effet la haine est dans la tradition philosophique, caractérisée par ses caractéristiques sacrificielles, mais aussi par le fait qu'elle est tenace, qu'elle envahit. Elle est aussi dans le registre psychanalytique perçue comme nourrie par un manque en soi, par une faille narcissique. Et c'est la haine qui permet de sortir de la honte et de la douleur en protégeant une certaine estime de soi face à l'humiliation. Donc le discours de propagande de Daesh va s'emparer bien évidemment de ce registre des émotions. Et prendre en compte ce critère, ça suppose de pouvoir bien sûr aller au-delà de l'outil classique de l'analyse de discours comme discours argumenté, et ça suppose aussi de pouvoir questionner les modes de réception de ce discours. Donc il va falloir trouver des méthodes qui vont permettre d'évaluer à la fois le discours lui-même et la réception de discours, et d'évaluer la pertinence des différentes tentatives de contre-discours qui sont mises en œuvre pour les contrer. Et donc, on va, et ça va être ma deuxième partie, utiliser des méthodes complémentaires à l'analyse de discours qui sont des méthodes de type quantitatif. Donc, le deuxième point, c'est plus une réflexion sur l'évolution de méthodes purement qualitatives à une prise en compte de l'aspect quantitatif dans l'analyse de la propagande, dans sa diffusion notamment sur les réseaux sociaux. Alors, je vais revenir, mais c'est une évidence, et tout le monde l'a dit dans le premier panel, qu'il y a une nécessité de l'interdisciplinarité. J'imagine que je n'ai pas beaucoup à vous dire là-dessus. Ni l'islamologie, ni les sciences du langage, ni la psychologie, ni la sociologie ne peuvent à elles seules assumer la compréhension d'un tel phénomène. Cette étude appelle à rompre toutes les frontières disciplinaires. Ces recherches montrent par ailleurs qu'il est nécessaire de se référer à des techniques d'analyse quantitative.
le système de propagande donc de Daesh, passe entre autres par la revue Dar el-Islam, est aussi démultiplié par les réseaux sociaux. Et beaucoup de chercheurs ont été appelés à travailler pour l'analyse de ces réseaux sociaux. Car les destinataires sympathisants peuvent aussi contribuer, bien sûr, à la diffusion de messages à contenu extrémiste. Et donc plusieurs réseaux sur Facebook, Twitter ou YouTube ont été analysés pour essayer de détecter ce type de message en faisant appel à des techniques quantitatives basées sur la détection de mots-clés. Et j'ai travaillé donc dans ce laboratoire de linguistique à Grenoble avec une jeune chercheure qui s'appelle Laura Ascon, qui est docteur en sciences du langage de l'université Paris-Seine et qui a utilisé ces techniques quantitatives pour l'analyse des revues Dar el-Islam, mais aussi pour l'étude des tweets à l'aide de deux types de logiciels. L'un s'appelle Trop, l'autre s'appelle Iramutech. Et elle a rendu compte de la pertinence de ces méthodes quantitatives dans le cadre du projet DREN dont j'ai parlé, et notamment dans cette revue Semen, qui est une revue donc de sémiolinguistique des textes et du discours. Ce numéro est le numéro 47 de novembre 2019 et s'intitule « Discours de haine dissimulé, discours alternatifs et contre-discours ». Donc je reviens aux deux logiciels qui ont permis d'analyser le texte d'un point de vue sémantico-pragmatique à partir d'un lexique préétabli et qui permettait du coup d'identifier les thèmes les plus récurrents dans le corpus et aussi la manière dont ces thèmes étaient liés les uns aux autres. Le logiciel Iramutech, donc qui est un autre logiciel, a été sollicité quant à lui pour déterminer le sous-emploi ou le suremploi de certains thèmes au sein de ce même corpus. Alors, l'analyse a montré que sur un corpus de 4000 tweets analysés par ces logiciels, on avait le même schéma rhétorique que dans la revue Dar el-Islam, ce qui est tout à fait intéressant. Mais ces méthodes quantitatives montrent aussi la limite de leur pertinence, et c'est ce que Laura Ascon souligne bien quand elle dit, je la cite, « Lorsqu'on extrait des tweets, le texte est exclu de son contexte de production. Par conséquent, s'agissant d'énoncés qui ne comptent pas plus de 140 caractères, le texte peut évoquer plusieurs interprétations. En outre, les spécificités de ce corpus rendent difficile, voire impossible, la détermination du point de vue de l'énonciateur, ainsi que la modélisation d'un schéma rhétorique du discours djihadiste produit sur Twitter. » Donc vous voyez bien que ces limites expliquent les difficultés qui sont rencontrées par les algorithmes censés permettre le repérage par reconnaissance automatique des messages de type djihadiste sur Internet. Mon troisième... ça va ? Bon. Mon troisième point sera d'essayer de voir comment on peut évaluer la pertinence des contre-discours qu'on essaye de construire par rapport à la propagande de Daesh. Donc c'est la même approche qui a été utilisée pour l'analyse des contre-discours produits par divers acteurs institutionnels ou associatifs, notamment le comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Vous êtes peut-être au courant qu'un site Stop Djihadisme a été monté et deux vidéos qui ont été produites donc, et envoyées sur ce site. Le premier s'appelle « Ils te disent » et le deuxième s'appelle « Toujours le choix ». Donc c'est le nom de ces deux vidéos. Ont été conçus donc pour être diffusés sur le web afin de contrer la propagande de Daesh. Alors, le choix qui a été fait de registre pour construire ces contre-discours est en fait d'opter pour les mêmes schémas de communication que ceux qu'a utilisé Daesh, mais en les inversant. C'est un petit peu ce qu'a évoqué Ali Mostafa tout à l'heure, l'inversion des mécanismes. Donc, il organise ainsi une conflictualité dite extérieure par une entrée en guerre informationnelle. Donc, ils vont jouer trois registres.
disqualifier l'autre en opposant les promesses des recruteurs de Daesh aux exactions commises par leurs membres. Ils vont dénoncer le langage djihadiste en inversant la polarité bien mal, et ils vont essayer d'utiliser le registre de la dissuasion quant au fait de continuer à se laisser séduire avec une mise en valeur du choix toujours possible de revenir en arrière, donc d'un désengagement. Mais cette communication utilise les mêmes codes, en fait, que ceux de Daesh, c'est-à-dire une communication binaire et polémique qui met en scène un monde en guerre. Et donc, la diffusion de ces thèses adverses est censée défier les recruteurs djihadistes et inciter les jeunes à s'en méfier en tentant d'y instaurer le doute. C'est le doute qui est au cœur de ça. Voilà, cette conflictualité extérieure met en scène un doute possible. Donc ça reste cependant sur le même registre que la propagande de Daesh, simplement en l'inversant, mais elle prend probablement le risque de renforcer le système d'adhésion au système initial. Alors, ces récits s'instaurant à leur façon aussi comme des contre-discours, on a d'autres récits, et ça m'intéresse beaucoup de les avoir analysés, qui sont des récits autobiographiques de repentis, et qui fonctionnent, eux, de façon très différente des contre-discours institutionnels que je viens d'évoquer. Ils révèlent plus, comme le souligne Laura Ascon, l'expression cette fois-ci d'un conflit intérieur, et pas simplement d'un conflit extérieur, d'un conflit intérieur qui va proposer une voie vers un désengagement. Il essaye de jouer l'annihilation progressive des clivages intérieurs dans la quête d'une identité nouvelle, acquise douloureusement, et qui va permettre de délaisser le statut de l'étranger avec des récits narratifs, donc de repentis, qui vont permettre d'endosser publiquement la posture du semblable, en revendiquant désormais une appartenance à la société. Et là aussi, la conflictualité laisse la place au doute, mais sur un registre beaucoup plus personnel qui va laisser la place aux émotions. Alors, je voulais vous dire quels ont été les ouvrages sur lesquels j'ai travaillé. C'est surtout Au cœur de Daesh avec mon fils, un livre qui a été écrit par Laura Poissoni et qui a été publié dans la boîte à Pandore en 2016. Cette même Laura qui a aussi publié Comment réagir face à une personne radicalisée, un ouvrage qu'elle a écrit avec Abdelgawad Hichem en 2017. Vous voyez donc tout le cheminement que cette femme a pu avoir. Donc la force de récit autobiographique, elle est très différente de la première version des contre-discours. Elle va jouer sur deux registres. Elle va essayer de toucher les personnes en voie de radicalisation, mais aussi les lecteurs de ces ouvrages qui, par leur lecture, vont permettre la performativité du repentir. Voilà, on peut dire que ce discours se positionne comme un discours de type réellement alternatif. Il n'en est pas moins performatif à sa façon, donc efficace, voilà, même si l'on peut questionner l'ampleur de son efficacité. Je voudrais arriver à ma conclusion, ça va. En conclusion, je voudrais dire qu'il convient de reconnaître à la fois la force et la séduction de la propagande djihadiste, sa démultiplication à travers les réseaux sociaux, et que bien sûr, une démarche multidisciplinaire, sinon transdisciplinaire, s'impose, que je ressens comme nécessaire, et c'est peut-être ce qu'a apporté aussi notre travail avec nos amis canadiens, l'utilisation conjointe des méthodes qualitatives d'analyse et des méthodes quantitatives grâce à des logiciels adaptés permet d'en saisir beaucoup mieux les contours, notamment par l'analyse des tweets, et permet aussi d'en mesurer la réception, ce qui a été souvent ma frustration quand je faisais l'analyse des fatwas. Je n'arrivais pas à la mesure de cette réception des fatwas. Il reste que les réponses apportées en termes de contre-discours ou de discours alternatifs apparaissent incertaines en termes d'efficacité. La haine diffusée sur Internet est difficilement identifiable automatiquement, je l'ai dit, par des algorithmes.
C'est pourquoi des plateformes ont été mises en demeure de mettre en place des dispositifs plus efficaces pour repérer et supprimer ces contenus. Et je voudrais juste évoquer la mise en place en 2009 d'une plateforme par le ministère de l'Intérieur, une plateforme qui s'appelle le site Pharos, et qui a permis des signalements. En janvier 2015, plus de 20 000 signalements y étaient arrivés en une semaine. Voilà, et Pharos est donc un site relativement actif pour cela, mais les délais de réaction à ces signalements restent problématiques. Donc ça ne permet pas d'éviter des drames comme celui dont on vient de fêter le premier anniversaire, qui est celui de l'assassinat de cet enseignant Samuel Paty en octobre dernier. Voilà, donc je voulais simplement à la fin dire que cette régulation des réseaux sociaux m'apparaissait comme de prime importance, mais pas moins la diffusion de véritables contre-discours théologiques pour s'attaquer au socle idéologique de la mouvance djihadiste. Et l'objectif ne serait-il pas alors de travailler sur une question qui est bien difficile, mais que je vous laisse en conclusion, la question des conditions mêmes qui permettraient à ces contre-discours d'être audibles aujourd'hui, mais les contre-discours théologiques, mais ce sont là bien sûr d'autres enjeux qui nous dépassent de beaucoup. Merci.